Et merci beaucoup pour les personnes qui sont là. Je sais que l'excellence, ou je ne sais pas comment on dit, la haute présence de notre ministre de télécommunications va passer. Mais en tout cas, moi, je vais la faire, même s'il y a 3 personnes, moi, je fais. Comme si vous êtes nombreux, c'est pas grave. En tout cas, c'est très important pour moi de faire cette présentation. Je vais demander à mon assistant, Amar, s'il te plaît, je vais te donner mon téléphone. Comme ça, tu peux prendre de temps en temps des photos. Ce sera vraiment des photos souvenirs. Et je. Pardon? Pas- Voilà, exactement. Exactement. J'ai la pêche. Donc, je vais parler de la FinTech et financement. Donc, cette présentation, elle a subi quelques petits changements suite à mes discussions que j'ai eues dans ce très beau salon. Parce que beaucoup de personnes pensent que le financement des entreprises, c'est la même chose que les startups, c'est complètement différent. Et que finalement, l'impact et l'investissement personnel est très important. Donc, pour me présenter vite fait, donc je suis consultant, j'ai un cabinet de conseil qui s'appelle Blockchain for Business, B4B, qui est devenu Business for Business. Il y a toujours le B et le 4 et le B. Je suis ambassadeur de la place FinTech à Paris. Et aussi, je suis consultant dans les levées de fonds et je suis aussi administrateur dans une banque d'affaires qui s'appelle eCapital Venture. Donc, je suis des deux côtés. J'ai fait un TEDx pour la trade finance et je fais des projets Web3. Je forme les banques et j'espère qu'il viendra le jour où je formerai aussi des banques algériennes. Bien. Voilà mon LinkedIn. Midi Labani, c'est moi. Super. Donc ça, c'est pour une personne qui va faire une start-up, il faut absolument qu'il maîtrise l'écosystème de son start-up, peu importe où est-ce qu'il se retrouve. Est-ce qu'il est en Algérie? Est-ce qu'il est en Europe? Est-ce qu'il est aux États-Unis? Il va dire quelles sont les entreprises qui font la même chose que moi, afin de savoir est-ce que j'ai une proposition de valeur ou pas, ou est-ce que je suis meilleur qu'eux ou inférieur à eux en matière de tout ce qui concerne la proposition de valeur. Donc il faut connaître, ça c'est un exemple d'un écosystème, vous voyez bien, dans la communication, dans le KYC, dans tout ce qui concerne le Poncel branding, dans le personnel cloud. Et cette photo de l'écosystème va changer d'un pays à un autre, mais c'est vraiment la première étape qu'il faut faire afin de pouvoir le faire. J'ai trouvé qu'il était pertinent et intéressant de définir une start-up, vu qu'on parle toujours de start-up. C'est quoi? C'est l'idéation d'une étincelle initiale. Super, j'ai le premier écran qui est allumé, celui-là n'est pas allumé, j'aurais bien aimé que ce soit allumé aussi, mais ce n'est pas grave. Donc un prototype, on va transformer un prototype, ce qu'on appelle un proof of concept, un POC, en quelque chose qui va fonctionner. Il faut avoir des premiers clients, c'est important. Si on veut faire une start-up, il nous faut absolument savoir qu'on peut faire des premiers clients, qu'on peut faire une expansion d'échelle avec une maturité pour l'entreprise qui est un peu plus établie qu'une entreprise qui est existante. Si on veut investir dans une start-up, il faut absolument que cette start-up vous permette de multiplier votre démarche, votre investissement initial x4, x5, x20, x100, etc. Si on revient 20 ans en arrière et vous parlez plus ou moins avec les fondateurs de Google, ils vous disent est-ce que vous pouvez investir avec nous? Combien de fois Google a été multiplié? Fois 200. Donc vous imaginez bien, si on revient 20 ans en arrière, chaque personne va donner 1 million. 1 million fois 200, ça fait 200 millions. Très bien, c'est bon, c'est bon. Maintenant je vois. Super, merci beaucoup. Comme ça, je ne me tournerai pas, je resterai toujours face publique. C'est beaucoup plus intéressant. Là, ce que j'ai fait plus rapidement. J'ai zappé beaucoup plus vite. Je vais revenir en arrière. Je me permets de faire un cours, mais je vous assure, ça sera léger et agréable pour vous. Hop. Pourquoi ça ne revient pas en arrière? Je fais là, ça ne marche pas. Hop, c'est bon, ça revient. Donc je reviens. Donc on a parlé de cycle de vie. Vous remarquez bien qu'une start-up, ça commence toujours par une idée, avec une équipe qui vont la constituer. Et dans cette vallée, ce qu'on appelle la vallée de la mort, donc il y a très peu de personnes qui croient en vous, quelques personnes autour, mais c'est tout. Et c'est là qu'il y a des business angels qui vont intervenir, qui vont apporter de la richesse ou plutôt de l'investissement, mais ils sont peu nombreux. Donc on peut avoir le love money. Est-ce que vous savez c'est quoi le love money? Love money, c'est l'argent des gens qui vous aiment. C'est vos amis, c'est votre famille. C'est ça ce qu'on appelle le love money que vous voyez là.
love money. Après, une fois que l'entreprise commence à croître, on peut solliciter d'autres fonds. Parmi les fonds qu'on peut solliciter, toujours des business angels, des apports personnels et des financements publics. C'est là où le bas blesse et que beaucoup de personnes en Algérie, pas tous, mais une majorité n'ont pas compris. Donc le financement public, il est là, mais pas ici. Donc il y a des gens qui disent oui, l'État ne nous a pas aidés. Oui, mais c'est un profond concept. On peut avoir des financements publics une fois que tu as commencé à montrer des preuves et que finalement cette idée, l'idéation se croise avec le marché et que tu as des clients. Bien entendu, cette start-up va monter, il y aura une croissance, une maturité et après un déclin. Un investisseur malin, qu'est-ce qu'il fait? Il investit ici et il sort beaucoup plus haut là-bas. Et parfois, ça prend des années. C'est ça l'investisseur, c'est ce qu'on appelle le droit de sortie, l'exit. Il va venir vous voir, on dit voilà, j'ai investi 1 million de dollars, mais dans 3 ans, je pars, ou je sors, dans 5 ans. Super, je continue. Elle ne marche pas. Si, ça va marcher. Voilà. Pourquoi je n'arrive pas à zapper? La régie, je n'arrive pas à zapper. Ah, c'est bon, je suis complètement sorti. Est-ce que vous pouvez me mettre la presse, s'il vous plaît? Hop. Non, je n'ai pas touché, j'ai touché ça. Attends, je recommence. Voilà, c'est bon, merci beaucoup. Heureusement que je suis aidé par une équipe extraordinaire. Merci beaucoup, les régies, de votre soutien et de votre aide. Donc, on va revenir à la définition de la FinTech rapidement. FinTech, il y a beaucoup d'entreprises qui pensent que FinTech, c'est uniquement des startups liées à la banque. Non, ce n'est pas seulement lié à la banque. C'est technologie financière, l'utilisation de technologies vraiment innovantes appliquées au secteur financier, mais pas que la banque. D'accord ? Donc, il est composé soit des logiciels, soit des algorithmes, soit des process prédictifs. Il y a plusieurs entreprises qui font des logiciels. Et d'ailleurs, les banques n'aimaient pas à l'époque les FinTech. Après, ils commençaient à s'associer avec eux pour voir quelque chose d'assez intéressant. Les objectifs de la FinTech, c'est changer la façon dans laquelle le consommateur interagit. Par exemple, si je peux avoir le compte bancaire dans mon smartphone, l'entreprise qui fait cela, c'est une FinTech. Ça permet aussi de contribuer à avoir la liberté financière. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais en Europe, je prenais rendez-vous avec mon banquier uniquement pour faire un virement. Maintenant, je n'ai pas besoin de prendre rendez-vous pour faire ce genre de service. On a l'utilisation de services qui sont dans le smartphone. Donc, ça permet d'avoir une liberté financière. Et la liberté financière change d'un pays à un autre. Il y a des pays qui sont un peu plus évolués dans la liberté financière. Mais en tout cas, il faut restaurer la confiance avec la banque. Les paiements. Il y a beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, j'étais très content de voir des entreprises innovantes en Algérie dans le paiement. Le paiement, c'est un grand monde. Il faut absolument bancariser la plupart des personnes et proposer des propositions de paiement. Et là, regardez bien, ce n'est pas innocent ce que j'ai mis, c'est volontaire. J'ai mis Visa, Mastercard, American Express, PayPal, c'était l'ancienne entreprise d'Elon Musk. Le point commun, 4 entreprises américaines. C'est-à-dire que si M. Trump demande à ces entreprises de couper le cordon avec l'Europe, ça sera une grande difficulté pour les Européens d'utiliser les services de ces entreprises. Ce qui veut dire qu'il faut absolument qu'on ait une liberté, une souveraineté de voir des fintechs là-dessus. La gestion financière, on n'est pas à la banque, mais ça permet aux uns et aux autres de pouvoir gérer leurs finances. C'est très important, donc on peut avoir des logiciels de finances. Les hypothèques et le prêt. Bien entendu, nous, musulmans, lorsqu'on veut faire des prêts, c'est des prêts sans intérêt. Mais il faut absolument le réglementer afin de pouvoir faire des prêts d'une façon homogène. Voilà. Les assurances. Il y a une grande innovation dans les assurances, mais franchement, soyez honnête avec moi, est-ce que les start-up assurances, dans votre esprit, c'était une fintech? Il y a beaucoup qui pensent que fintech, ce n'est pas de l'assurance, alors que non. Toute entreprise qui font des produits innovants dans l'assurance est une fintech. Pas seulement le fintech, la gestion de patrimoine. Si vous avez réussi dans votre vie, ce que je vous l'espère, et que finalement il y a beaucoup de centaines de milliards, dans votre patrimoine, vous avez besoin de les gérer. Donc il vous faut des entreprises qui vous aident à gérer le patrimoine. Les RegTech,
Les RegTech, c'est-à-dire les entreprises qui vont proposer un service qui est dans la légalité, qui est dans le droit. Et là aussi, c'est une fintech. Et lorsque je parle avec certains de mes amis ici implantés en Algérie, je dis si tu fais une RegTech, c'est une fintech. Dans son esprit, start-up, banque, fintech. Non, il n'y a pas que cela, il y a aussi les RegTech. La crypto, la DeFi, c'est un sujet assez tendancieux. Moi, je ne souhaite pas que les pays maghrébins adoptent la crypto d'une façon libre. Ils aimeraient bien que ça soit accompagné par la volonté de l'État de pouvoir le gérer et d'avoir la volonté, la liberté de payer dans le cross-border. C'est-à-dire que si on veut payer un exportateur ou un importateur chinois, la Banque d'Algérie aura le moyen de pouvoir le faire. Elle ne sera pas dépendante du dollar, à condition que ça soit réglementé. La DeFi, c'est un défi, c'est-à-dire decentralized, de la finance décentralisée. Donc il y a pas mal d'entreprises en Europe, aux États-Unis, qui proposent des solutions composées par la finance décentralisée. Interdire ou pas, il faut savoir que ça existe. Outre des fintechs verticalisés dans la santé, on a d'ailleurs dans le forum beaucoup d'entreprises qui sont présentées dans le health tech. Donc on peut trouver des vecteurs verticalisés dans la santé, aussi bien dans l'immobilier. Vous remarquez bien que jusqu'à maintenant, je suis dans le label fintech. Ça, c'est un peu quelques chiffres sur les activités fintech par région. Il faut être honnête, lorsqu'on parle fintech, on est beaucoup plus dans les régions du monde. Je n'ai pas choisi 2022 parce que je n'ai pas les données 2023 ou 2024, mais j'avais envie d'avoir les résultats avant le Covid. Où est-ce qu'on était? Parce que les résultats ont été impactés artificiellement par rapport à 2 ans après le Covid. Donc les résultats 2023-2024 ne sont pas réflecteurs de l'économie. Mais avant 2022, on avait le véritable indicateur. Donc on remarque que les États-Unis, ils ont beaucoup de deals et ils ont beaucoup d'opportunités d'avoir des entreprises dans le fintech. L'Europe, l'Asie et l'Afrique, elles commencent à se réveiller, et tant mieux. Ça permet de présenter dans le fintech 100 000 startups fondées en Europe en cours des dernières décennies. Et vous remarquez bien, les pays les plus importants en Europe, le but, ce n'est pas de dire qu'ils sont meilleurs que nous, c'est de savoir où est-ce qu'ils sont et comment on peut être meilleur qu'eux. Nombre de fintech fondés par ailleurs en Europe, vous remarquez bien que depuis 2015, ils ont eu un pic en 2016. Après, ça a baissé. C'est redevenu dans un plateau pour 2018 à 2020. Et vous remarquez bien, de 2021 à 2022, ça a commencé à baisser. En milliards, voilà. Et vous remarquez bien, après, je vais parler d'Algérie et d'Afrique, mais j'aimerais bien vous donner une cartographie de les fintechs dans le monde. C'est là où les fintechs existent. Donc, on a l'Europe, on a les États-Unis, on a l'Asie en matière de volume, et on a le reste du monde. Et nous faisons partie du reste du monde, mais pas pour longtemps, parce qu'il y a beaucoup d'intelligentsia dans les pays africains. Ça, c'est l'activité par région, toujours dominée par les États-Unis, mais quand même rattrapée sur la partie 2021-2022 par les activités européennes. Et on a des activités en Asie et le reste du monde. Raised Funds, c'est-à-dire le levée de fonds. Le levée de fonds, vous remarquez bien que jusqu'à 2021, c'était le top. Et après, on commence à avoir moins de volume dans la levée de fonds. C'est levée de fonds parce que ça permet aux gens de savoir combien on peut lever de fonds. Quel est le processus? Combien on va valoriser l'entreprise avant de lever de fonds? Donc c'est là la cartographie. Parce que lorsque vous allez contacter un investisseur, moi je dis toujours à nos amis implantés en Algérie, ayez une vision internationale. Contactez des investisseurs où ils soient dans le monde. Cherchez l'argent de l'extérieur et ramenez-le à l'intérieur. Ne cherchez pas uniquement de l'argent de l'intérieur parce qu'il est limité. Et ce n'est pas l'objectif d'un bon start-upper. Il faut qu'il développe ses activités au lieu de pouvoir le faire. La licorne, c'est quoi? C'est une start-up valorisée à 1 milliard. Une licorne, c'est une start-up valorisée à 1 milliard de dollars. Vous remarquez bien qu'on a un record qui était à 2022. C'était plus ou moins 2023. Après, ça a commencé à baisser. Et là, vous remarquez les chiffres. Et vous avez le chiffre cumulé. C'est-à-dire on a 1, ça fait 2. 2 plus 4, ça fait 6. 6 plus 8, ça fait 14, etc. Donc on a le mouvement des licornes dans le monde. Et moi, je rêve qu'il y a des startups algériennes, licornes, pourquoi pas? C'est ce qu'on souhaite. Ça, c'est la distribution en Europe en matière de licornes.
Les montants levés en matière de fintech dans tous les secteurs en milliards d'années, dans tous les secteurs, donc vous remarquez bien, j'ai pris l'indicateur 2018 jusqu'à 2023. C'est un secteur qui est en train d'avoir un impact sur tout ce qui concerne la levée de fonds. En milliards d'euros, bien sûr, et c'est toujours les investisseurs privés. Ça, c'est en Europe. J'insiste sur ce slide parce que pour moi, c'est le slide le plus important de cette présentation. J'en ai parlé avec beaucoup de personnes qui sont les étudiants et aussi les investisseurs. Ils disent, j'ai une idée, il faut m'aider. D'accord, tu as une idée, mais est-ce que tu as trouvé des investisseurs qui croient en ton idée? Parce que si tu n'as pas trouvé des investisseurs qui croient en ton idée, on ne peut pas développer ta start-up. Même si l'Algérie va vendre 160 milliards de dollars de pétrole, divisé par 40 millions d'habitants, ça fait 4 000 dollars par personne. On ne va pas loin avec ça. Donc il faut trouver la richesse ailleurs. Donc c'est un moteur essentiel. Il faut développer chez nous, c'est ce que je lutte, que je souhaite, développer l'idée de l'investissement et le capital risque. On ne l'a pas encore, mais si on arrive à le développer, je pense qu'il y aura un big up pour l'économie chez nous. Ce qui permet de faire une expansion internationale, ce qu'il a fait Yassir par exemple. Il a monté, il a valorisé son entreprise, mais il a levé des fonds à l'extérieur, pas en Algérie. Il faut le savoir. Après, il va diversifier ses investisseurs. Financement par la dette, c'est par la suite. Donc on peut avoir une option de croissance par le financement de la dette et stimuler l'innovation. Il faut trouver les ressources, quelles qu'ils soient, et trouver les moyens d'être assisté dans l'État. En tout cas, en Algérie, il y a un label de start-up qui permet de le faire, mais le label n'est pas de l'argent. Donc ça ne remplace pas une équipe, ça ne remplace pas une idée, et ça ne remplace pas ce que vous avez remarqué. Le premier schéma que je vous ai montré, c'est la vallée de la mort, après ça monte. Et au début, le start-upper, il est un peu tout seul, pas vraiment tout seul, mais on ne peut pas tout lui donner. Les fusions-acquisitions, c'est vraiment dans un second temps. C'est ce que je rêve. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire l'acquisition d'une start-up, vous allez acheter une autre, vous allez fusionner avec un autre, ce qui permet d'avoir un marché monétaire qui nous manque encore, mais on peut l'avoir. Tout ce que je dis, c'est dans le conditionnel. Le jour où on aura un marché monétaire de fusion-acquisition, il est clair qu'on aura un marché financier beaucoup plus dynamique. J'ai zappé sur un bouton qu'il ne fallait pas. Bon. Je ne suis pas en train de toucher. Est-ce que vous pouvez revenir à quelques slides en arrière? Vous pouvez ou pas? Parce que la télécommande. On revient encore en arrière, s'il te plaît. Encore. Encore. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais prendre la main. Merci beaucoup. Donc, les défis de financement de FinTech, c'est l'incertitude réglementaire. C'est ce qu'on a en Europe, par exemple. On crée une FinTech, mais on ne sait pas où la loi pourra nous accompagner. Parfois, on a la loi qui est un peu en retard par rapport à la croissance des FinTech. La concurrence, elle n'est pas uniquement maghrébine et africaine, elle est aussi internationale. La volatilité du marché, il faut savoir que lorsque vous êtes en concurrence et vous voulez vraiment vous localiser un peu dans le monde, vous risquez d'avoir à subir les cours de la volatilité du marché, c'est-à-dire vous êtes apte à accepter cela. Ça, c'est un défi qu'il ne faut pas le sous-estimer. Il faut collaborer. Chez nous, en Algérie, on avait toujours quelqu'un qui vient s'asseoir avec nous, on a dit shriki. Mais lorsqu'il s'agit de faire un start-up, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'associer. Il faut s'associer avec quelqu'un qui te ramène une valeur que tu n'as pas. Soit il te ramène une compétence que tu n'as pas, soit de l'argent, soit un carnet d'adresses. Et c'est ça qui fait que la FinTech devient beaucoup plus intéressante avec une collaboration. Développons des solutions. Ce sera très intéressant de développer des solutions en collaboration. FinTech, c'est vraiment l'avenir du système financier partout dans le monde. C'est eux qui ont permis de développer le marché des entreprises, des banques et d'autres assurances tech et des real tech. Je pense qu'en Algérie, ça peut être aussi bon. On a l'open banking, on a la finance décentralisée qui n'existe pas encore chez nous, mais qui risque d'arriver. Et on a le marché de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle transforme le secteur financier tout entier parce qu'il permet d'automatiser, il permet d'aller beaucoup plus vite en améliorant la prise de décision. Je vais parler un peu des fintechs en Algérie. La stratégie qui était tracée par le gouvernement, c'était de faire l'inclusion financière,
de moderniser les infrastructures et de soutenir les entrepreneurs. C'est déjà une bonne chose, mais il faut savoir ce soutien vient avec les apports des start-upers, mais il ne faut pas qu'ils demandent tout. Il faut qu'ils viennent avec une équipe, avec une idée, avec un POC et demander aux entrepreneurs, bien entendu, le soutien. Partenariat public-privé, ça c'est un point auquel on peut faire un effort d'améliorer comment les fonds publics peuvent s'associer avec des fonds privés et vice-versa. Comment on peut faire des synergies, comment on peut avoir du soutien. Panorama des fintechs en Afrique, j'étais stupéfait de voir qu'il y a beaucoup de fintechs, pas forcément dans le Nord-Afrique, mais un peu dans l'Afrique centrale. Et je vais vous donner quelques exemples tout à l'heure. Donc il faut accélérer. Je suis ravi d'avoir un accélérateur de start-up en Algérie, c'est Algerian Venture, c'est un accélérateur. On a la libéralisation, les prendre de label, et on a la connectivité. Donc quelque part, on a des spécificités assez intéressantes. La seule chose qui nous manque encore, c'est la culture du risque et la culture de collaboration et la particularité que le start-upper devrait ramener un minimum de fonds afin de pouvoir se lancer dans une start-up ou dans une fintech. Dynamique en Afrique, on a le Kenya avec le projet M-Pesa, auquel j'aimerais bien que vous allez le noter, M-Pesa. Politique favorable, ils ont eu une réglementation adaptée pour la sécurisation des données. Vous pouvez googler cela après, c'est vraiment intéressant. Au Nigeria, on avait un marché aussi soutenu dans les fintechs. On a l'Égypte qui est soutenue, malgré que le contexte économique, macroéconomique, il est assez compliqué en Égypte. Et bien entendu, en Algérie, on a eu, avec l'ancien ministre des startups et l'actuel, une volonté d'accélérer. Et justement, il y a une option de financement qui s'appelle l'Open Innovation, que je vais en parler tout à l'heure. Les facteurs de croissance, on est quand même un continent vraiment dynamique, c'est-à-dire on a un marché qui est en perpétuelle croissance. On a l'innovation. Moi, en Europe, je rencontre beaucoup de mathématiciens qui sont des diplômés algériens, diplômés de Nord-Afrique, de Tunisie et autres, diplômés africains. Donc, on a le côté innovation et donc il faut absolument dire qu'on peut le faire. L'inclusion, c'est-à-dire comment on peut impliquer toute cette synergie de collaborer ensemble. Et bien entendu, si vous remarquez bien, on a un mobile, c'est le taux de pénétration qui est beaucoup plus fort dans tout ce qui concerne le taux de pénétration de mobile. Les défis, c'est rareté du capital, c'est vraiment le premier défi qu'on a chez nous. On a une baisse de crédit, on a un recul des investisseurs, pour ne pas dire pas du tout chez nous. On a de l'investisseur public, heureusement, mais en tout cas, on n'a pas beaucoup d'investisseurs privés. L'investisseur privé investit chez lui ou pour lui. Il investit rarement pour l'autre. Mais on a quelques exceptions, mais moi je parle en généralité. Les financements privés, c'est le capital risque, c'est le business angel. Business angel, c'est un investisseur indépendant. C'est-à-dire, moi, toi, tout le monde, on est des business angels, on a un petit capital et on peut l'investir. Ça peut être 1 000 euros, 2 000 euros, 5 000, 10 000. J'ai même vu des levées de fonds auxquelles le business angel met 5 000. Mais pour le start-upper, c'est une aubaine, c'est magnifique. Il ne va pas laisser passer 5 000. On a des gros investisseurs qui mettent des tickets de 100 000. Parfois, il faut avoir 10 personnes à 10 000, plus facile qu'avoir 1 à 100 000, à le convaincre. Partenariat, des alliances stratégiques avec les opérateurs. D'ailleurs, vous remarquez que Yassir, par exemple, il travaille avec les chauffeurs par l'intermédiaire des agences de télécom. C'est-à-dire vous allez flixer, c'est ce qu'on appelle entre parenthèses, je ne sais pas ce que ça se dit en français, il va flixer le chiffre de son argent pour payer Yassir, pour payer eDrive, pour payer Itch. Comment il fait? Il ne va pas dans une agence, il va envoyer de l'argent à une entreprise de télécom qu'elle-même va le renvoyer sur le capital de l'entreprise parce que la population elle est assez dense avec le télécom. Il faut avoir des subventions directes, des fonds d'amorçage, des incubateurs. Il y en a. En fait, on a beaucoup d'incubateurs universitaires. La seule difficulté sur certains pays, c'est que ces incubateurs ne sont pas connectés avec le monde entrepreneur. Ils ne sont pas connectés. J'ai vu l'incubateur de l'université de Tizi Ouzou, il y a un incubateur à Tlemcen, il y a des incubateurs un peu partout, mais ils ne sont pas connectés. C'est-à-dire que les entrepreneurs ne sont pas au courant qu'il y a des incubateurs. On regarde toujours les grands incubateurs, mais on oublie qu'il y a des incubateurs universitaires. Synergie publique-privée des modèles hybrides. On peut faire un hybride, on peut faire des passerelles, on peut faire
une passerelle avec une identité nationale. Et là, je vais vous parler d'une petite particularité qui a été faite par décret, par plusieurs ministères. C'est l'Open Innovation, c'est un tout petit peu ce que nous voulons faire avec ce salon, afin de montrer que c'est possible. C'est-à-dire, au lieu d'inciter les start-upers à avoir de l'argent, on va inciter les entreprises à pouvoir le faire. Ça, c'est notre mission pour ce salon, c'est ce que nous avons voulu communiquer. Nous allons avoir la collaboration des entreprises avec les start-upers, une approche de servir de catalyseur avec une vision de favoriser une intelligence collective. Créer des opportunités, accès privilégié, une croissance accélérée, une visibilité accrue. Donc on va contacter les grandes entreprises, on leur dit quels sont vos soucis, quels sont vos moyens qui vous permettent justement d'avoir un outil d'identification de vos projets, comment vous les formulez, comment vous les publiez. Et bien entendu, on va créer un fichier des entreprises éligibles. Bien entendu, tout cela existe déjà sur le portail du ministère de Open Innovation, critères d'éligibilité, avantages de participation. Ce qu'on regrette, il y a beaucoup de grandes entreprises qui payent d'impôts qui ne sont même pas au courant, avec un processus d'inscription, soumission de dossier qui est digitalisé, présentation de problématiques et sélection de partenaires. Mise en relation, on analyse, on peut les aider à sélectionner les projets et on peut faire des connexions. Et meilleure façon de faire des connexions, c'est être présent dans les salons. Et le salon Africa Summit est un des exemples. On a voulu avoir des entreprises dans différentes thématiques. En tout cas, vous savez très bien qu'on a des représentants de télécom, de pharma, de la finance, de la banque et aussi de l'assurance. Parfois, ça saute. Voilà. Exemple d'un cas de succès collaboratif. Je choisis ce slide parce que vraiment un exemple. Donc, une entreprise, elle cherche à optimiser sa chaîne logistique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va essayer d'exposer son problème à une start-up. Une start-up qui va l'avoir avec une solution avec l'intelligence artificielle. Et que finalement, le résultat, après l'adoption de ce projet, elle va améliorer de 30%, si ce n'est plus, l'efficacité de sa chaîne logistique. Vous savez que l'entreprise paye des impôts lorsqu'elle est en règle avec les autorités. Elle peut déduire une partie de ses impôts dans un projet innovant. Donc, au lieu de dire aux start-upers, tu n'as pas d'argent, pourquoi tu ne frappes pas la porte de ces entreprises qui ont de l'argent, qui payent des impôts, qui vont avoir une réduction fiscale auquel elle a été décrétée au journal officiel de l'État, et qu'eux vont exprimer un besoin et vont te payer. Donc, finalement, la recherche de financement, elle est déjà disponible. C'est toi et ton talent de pouvoir les convaincre de te donner le projet. Et c'est vraiment un process extraordinaire que certains start-upers l'ont connu, mais pas tous. Donc c'est méconnu des start-upers, méconnu de certaines grandes entreprises. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça permet de matcher. C'est super important. Donc pour cela, on peut faire des conférences, on peut faire des workshops afin d'inciter les uns et les autres de comprendre le concept, de les sensibiliser, de les structurer et de les former pour pouvoir le faire, à idéaliser le pitch deck des startups et aider les entreprises à formuler leurs problèmes, à résoudre, et comment on peut tenter par les entreprises qui ont des moyens et des finances de financer le projet. Et j'étais mentor d'un des projets en Algérie, donc ce que je dis existe déjà avec des projets start-upers qu'on a essayé de faire le mentorat, mais cette initiative, il faut la dupliquer et la généraliser. Bien entendu, lorsqu'on fait un salon, vous avez remarqué que le salon qui était présent aujourd'hui pour vous, c'est à des espaces d'échange. Les salons, ce n'est pas pour faire joli, c'est pour visiter, c'est pour parler, c'est pour échanger. Et moi, je dis toujours, si vous allez dans un salon pour vous balader, ça ne sert à rien. Si vous êtes dans un salon, de parler avec la personne et d'exprimer les besoins, parce que vous pouvez poser des bonnes questions, vous aurez des bonnes réponses, mais si vous posez les mauvaises questions, vous n'aurez pas de bonnes réponses. Si on invite M. Einstein, on va lui parler du couscous, je ne suis pas sûr que les réponses seront intéressantes pour nous. Par contre, si on va lui parler de son théorème, de l'astrophysique, là, il est un peu plus intéressant. Donc, dans le salon, il y a des zones d'exposition encore, il y a des espaces de networking, c'est pour ça que les stands sont faits, il y a des corners, et il y a bien entendu la possibilité,
en VIP, de se faire inviter par l'exposant, soit dans le salon, soit en dehors. Et c'est pour cela que moi je dis, il faut utiliser les salons pour ça. Les talks et des tables rondes, ça permet d'idéaliser l'idée, ça permet de partager l'expérience, de faire un networking beaucoup plus avancé et structuré, et surtout d'avoir une expérience académique d'un représentant dans l'entreprise publique ou privée, une grande entreprise, et bien entendu d'avoir un interlocuteur de ce qui se passe dans le start-up. Profil des start-up, si j'étais une entreprise, je ne prends pas n'importe quelle start-up. Je prends une start-up technique qui est une équipe pluridisciplinaire, qui a au moins un MVP. Un MVP, c'est un peu plus qu'un POC et qui a un potentiel de croissance. Je ne vais pas le donner à n'importe quelle 4 personnes qui n'ont pas de talent, qui n'ont pas d'envergure, qui n'ont pas de cohérence. Un projet, même si je vais le déduire de mes impôts, donc il faut choisir le profil des startups. Il faut faire une bonne inscription des startups au sein des entreprises afin de créer leur profil. Si je suis monsieur Danone, exemple, Danone ou Civital, je vais créer le profil, je vais sélectionner les défis, je vais choisir plusieurs startups et je vais essayer de proposer l'échange avec eux. Bénéfice pour moi, entreprise, accès à l'innovation, optimisation des coûts et avantage concurrentiel par rapport à mes concurrents parce que je n'ai pas les talents en interne, mais j'arrive à l'avoir avec des collaborations en externe. Avantage pour les startups, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas rester longtemps sur ce slide. Accès à un marché pour pouvoir justement avoir du financement. Permet d'avoir un mentorat, d'accord? On peut avoir le mentoré et d'avoir une crédibilité par la suite en disant j'étais la start-up qui a accompagné le projet Civital, j'étais le projet qui a fait son attrac, j'étais le projet qui a fait un des problématiques de Naftal, etc. Ça permet d'avoir une crédibilité dans la suite. Rôle des investisseurs après, ça permet justement de donner la crédibilité à cette entreprise, d'évaluer, d'investir et d'accompagner. Quels sont les domaines? Et j'ai presque fini. On a des domaines variés. Transition énergétique. On a des domaines de télécommunications. Et le marché, il est grand. Monsieur le ministre qui sera dans les parages a parlé de l'infrastructure, l'inauguration 5G, la fibre optique aussi. On a parlé data center dans beaucoup de nos conférences. Et c'est très intéressant d'avoir des startups locales qui permettent d'accompagner ce changement. Donc il y a des grands budgets. Et donc finalement, c'est une solution possible des deux côtés. L'inclusion numérique, c'est un des défis dans tous les pays du monde. Ça permet de mettre à tout le monde une formation digitale, des points d'accès ruraux, des solutions mobiles et un incubateur justement par région, parce qu'il ne faut pas se leurrer, même en Europe, les petites régions ne sont pas au même degré d'égalité avec les grandes villes. Donc essayons nous-mêmes d'avoir meilleur qu'eux, et c'est très intéressant de regarder le verre moitié plein que moitié vide. L'innovation dans la santé, et d'ailleurs le forum il est plein de conférences et d'interlocuteurs, il y en a plein. Il y a la médecine personnalisée, il y a la télémédecine, ça a commencé en Europe, elle n'est pas présente en Algérie, mais ça peut venir. Ça permet de lutter contre les déserts médicaux. Par exemple, si on a du mal d'avoir des médecins dans le sud, on peut faire des appareils et faire des diagnostics sans que le médecin descende. C'est super important parce que parfois, le médecin peut faire une télémédecine. Moi, par exemple, j'étais malade, j'étais en France, je n'avais pas trouvé de médecin disponible, j'ai fait de la télémédecine. Et finalement, le médecin, il m'a donné par télémédecine, par email, l'ordonnance, je l'ai récupérée sans vouloir la télécharger, je l'ai montré au pharmacien et j'ai obtenu mon médicament, c'était samedi dans l'après-midi, chose que c'était impossible le week-end. Et donc, on peut la généraliser chez nous aussi, et ça permet de le faire. La production locale. Donc, il faut qu'on soit souverain dans certaines productions de médicaments qu'on peut faire. Ça sera dommage d'importer tous les médicaments du monde. Et finalement, la formation médicale, et bien entendu, vous savez très bien, il y a beaucoup de médecins qui partent à l'extérieur, il faut savoir les retenir. Donc, la production locale, la télémédecine, la recherche biomédicale, la finance et banque, donc on a parlé, intelligence artificielle, utiliser des solutions de blockchain pour l'eurodatage, fort l'inclusion financière et bien entendu des solutions mobiles de chaque banque. Donc je dis toujours aux certains start-upers, n'essayez de ne pas savoir que vous ne connaissez pas tous les domaines auxquels vous pouvez proposer une idée. Faites des POC dans plusieurs choses. C'est pour cela que les meilleures personnes qui font des start-up, c'est des personnes qui ont été déjà salariées. Après, ils ont regardé le marché et après, ils ont proposé des solutions.
Innovation dans l'assurance, ça c'est un domaine qui demande le plus grand des assurances, dans les assurances, dans l'intelligence artificielle et dans l'assurance paramétrique, parce qu'on fait beaucoup de calculs mathématiques dans les statistiques. Processus de mise en relation, donc finalement on fait confiance uniquement à l'assurance qu'on connaît, mais c'est très important de la mise en relation, de faire de matching et de faire des analyses. Les dispositifs réglementaires favorables, donc il faut savoir, est-ce que ma start-up au Maghreb, en Afrique, elle jouit d'un droit qui est vraiment précis, législation récente, des sandbox réglementaires, une protection consommateur. La conclusion, c'est le moment d'agir, opportunité majeure à saisir et d'avoir un effort collectif afin de pouvoir saisir toutes ces opportunités. Et voilà, je vous remercie et je suis prêt à écouter vos questions si vous avez des questions. Merci, Monsieur Labani, pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Labani? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça me fait plaisir de répondre à ces questions. Donc tous les problèmes qui ont été en Europe, aux États-Unis ou autres, ils ont trouvé des solutions, donc on peut les répliquer et de pouvoir les utiliser ici en Algérie et en Afrique. Et je vous remercie de votre attention. Je laisse ici le micro, c'est ça? Je vous remercie, Wassila, de... Finalement, je n'ai pas raté ma conférence, je l'ai faite. Et je suis ravi, même s'il n'y avait pas beaucoup de personnes. Mais Super. Moi, ça ne me dérange pas, je suis assez ravi. Merci beaucoup à la régie, je vais récupérer mon Mac.